Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse qui, je crois, va pas mal nous secouer. On va explorer un texte de Freddy Malo, La mère fondamentale. Et c'est, comment dire, une relecture radicale, voire carrément déstabilisante de toute l'histoire de la pensée humaine. Oui, c'est un texte qui prend tout à rebours. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut s'accrocher parce que cette thèse de départ est assez folle. Pour l'auteur, avant notre humanité, celle qu'il appelle civilisée, Organisé autour d'un père suprême, oui. exactement. Que ce père soit Dieu, la raison, le progrès, peu importe, eh bien avant ça, il y en aurait une autre. Totalement différente. Une humanité primitive, elle, fondée sur une mère fondamentale. Et le point crucial, c'est que ce n'est pas juste remplacer un dieu par une déesse, c'est bien plus profond. Ah oui, on n'est pas du tout là-dedans. Il parle de deux modes de pensée, deux réalités contraires. C'est ça. Deux humanités qui se seraient succédées en s'opposant. Et la terminologie qu'il emploie est très très précise, justement pour éviter les contresens. Tout à fait. Quand il dit mère fondamentale, le mot fondamental est là pour s'opposer à suprême. Ce n'est pas une entité qui domine d'en haut. Mais un principe qui vient d'en bas. Voilà. Et c'est la même chose pour le mot superstition. Il l'utilise pour la croyance primitive, mais sans aucun sens péjoratif. Pour lui, c'est un terme technique. Qui s'oppose à religion. Oui, pour souligner un caractère qu'il juge plus spontané presque, organique. C'est vertigineux comme postulat. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une histoire de l'humanité, mais deux. Une primitive, avec une mentalité matérialiste, et la nôtre, spiritualiste. Et complètement contraire. Alors, plongeons là-dedans, parce que ça demande quelques éclaircissements. Et sa façon d'aborder le sujet est surprenante. D'emblée, il écarte les théories classiques. L'animisme, le totémisme. Pour lui, c'est confus. Il trouve que ça n'explique rien. C'est ça. Et pour illustrer la mentalité spiritualiste moderne, celle qu'il veut déconstruire, il ne commence ni avec les Grecs, ni avec la Bible, non. Il s'attaque directement aux philosophes des Lumières. Ce qui est un angle d'attaque assez inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sa cible principale, c'est Condorcet. Il le décrit comme l'icône de ce qu'il appelle, de manière assez provocatrice, les penseurs de la République policière. C'est une formule choc. Oui, et il s'appuie sur des critiques de l'époque, en citant Marat qui traitait Condorcet de faquin littéraire, ou Robespierre qu'il voyait comme un caméléon du Marais. On précise bien que ce sont les termes de l'auteur, bien sûr. Et le Marais, pour ceux qui s'en souviennent moins, c'était ce groupe majoritaire, mais indécis à la Convention. Il votait un peu selon le vent. C'est ça, ni Girondin, ni Montagnard. Pour Robespierre, être un caméléon du Marais, c'était l'insulte suprême, le signe d'un opportunisme total. D'accord. Et c'est ça que l'auteur reproche à Condorcet? Précisément. Pour lui, il incarne l'intellectuel qui promeut une raison, un progrès, mais complètement abstrait, déconnecté du peuple. Il parle d'une mathématique sociale. Une mathématique sociale. Oui, conçue pour gérer les masses humaines comme, et je cite, une colonie de castors. C'est une raison de technocrate qui l'oppose frontalement à celle de Rousseau, par exemple. Donc, si je comprends bien, pour Malotte, Condorcet n'est pas un libérateur d'esprit, c'est un gestionnaire de troupeaux qui se sert de la raison comme d'un outil de contrôle. C'est exactement ça. Et l'analyse va encore plus loin quand il regarde le lien que Condorcet revendique avec John Locke. Ah oui Selon Malotte, c'est une pure manipulation. Condorcet se dit libre penseur et se réclame de Locke, sauf que Locke, lui, était un fervent spiritualiste. Il croyait en l'être suprême. Oui, et c'était un pilier de la franc-maçonnerie anglaise de son temps. L'auteur y voit une manœuvre pour brouiller les pistes et vendre ce qu'il appelle sa camelote empiriste sous une étiquette respectable. C'est une accusation assez grave de malhonnêteté intellectuelle, en fait. Complètement. Il souligne même l'ironie de la chose. À l'époque de Locke, le serment des francs-maçons excluait formellement l'athée stupide et le libertin irréligieux. C'est savoureux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour Mayotte, tout le grand récit qu'on nous sert sur les Lumières, en mode la raison a remplacé Dieu, c'est de la poudre aux yeux. Un leurre, oui. Il soutient que la philosophie, qu'on l'appelle métaphysique ou théologie, ça a toujours été une science de Dieu. En fait, ils ont juste rebrandé Dieu en raison ou en progrès. Mais le logiciel de pensée, lui, reste le même, spiritualiste. Pour lui, l'athéisme n'est même pas une sortie du spiritualisme. Ah non, Non, c'est un développement à l'intérieur de ce système, une sorte de courant purificateur qui, paradoxalement, aurait permis de perfectionner l'idée de Dieu. justement. C'est ça, pour n'en garder que le concept pur. D'accord.
Alors, après ce détour par les Lumières, revenons au cœur du sujet, cette fameuse opposition entre les deux mentalités. L'auteur affirme que la mentalité primitive est la seule à avoir jamais été vraiment matérialiste. Oui, et là il faut faire très attention. Ce matérialisme, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec notre conception moderne. Qui est souvent synonyme d'athéisme, d'un monde un peu mécanique. C'est même l'inverse. Pour les primitifs, selon Malo, la matière, c'est la substance unique, mais elle est active, elle est dynamique, elle est vivante, elle est la source de tout. Attends, donc la matière n'est pas un truc inerte, elle est pleine d'énergie. Exactement. Et l'esprit, dans cette vision, n'est qu'un accident nécessaire, Un produit de la matière. un produit, voilà. Il n'est pas la substance première. C'est l'inversion totale de notre vision civilisée où l'esprit est le principe actif, le moteur, et la matière n'est qu'un bloc d'argile passif, inerte, à modeler. L'auteur utilise une analogie que j'ai trouvée excellente pour nous faire comprendre à quel point ces deux mondes sont différents. Il dit « pensez au matriarcat ». Ah oui, c'est très parlant. Spontanément, on imagine nos familles, mais avec les femmes qui commandent. Et il dit que c'est une erreur complète. La structure même de la communauté était radicalement autre. Ça n'a rien à voir. C'est la même erreur de projection. Et ben c'est pareil pour la matière primitive. Il ne faut pas imaginer notre matière qui prendrait le pouvoir, mais une conception de la matière qui nous est devenue complètement étrangère. Et pour l'auteur, ces deux visions du roule, le substantialisme matériel et le substantialisme spirituel, sont en fait deux impasses. Toutes les deux unilatérales. Oui, incomplètes. Il les regroupe sous le terme de préjugés. Ce préjugé, il prend la forme du mythe chez les primitifs et du dogme chez les civilisés. Et ces deux ères ensemble, ce serait la préhistoire de la pensée humaine. On y serait encore. C'est sa thèse, oui. Il ajoute aussi une mise en garde qui me semble cruciale, celle sur la langue. Il dit qu'on est prisonnier d'un langage spiritualiste bâti sur les verbes être et avoir pour décrire une pensée qui fonctionnait tout autrement. Et c'est un obstacle immense. Chaque mot qu'on utilise, personne, chose, esprit, est déjà chargé de notre vision du monde. C'est comme essayer de décrire une couleur qu'on n'a jamais vue. Exactement. D'accord, l'opposition est claire, mais cette mère fondamentale, c'est quoi concrètement? Une déesse? Une force? Ça reste encore un peu abstrait. Alors, il la décrit avec une double face. D'un côté, il y a la matière en elle-même, la substance originelle. Et ça, c'est un secret absolu. Un rien absolu, une vacuité, il écrit? Oui, c'est un concept paradoxal. Une source qui est aussi un vide. D'ailleurs, il y voit l'origine de certaines notions mystiques, comme dans l'hindouisme. C'est le fond indicible des choses. Et l'autre face? L'autre face, c'est la matière pour le monde. Et là, elle se manifeste. Elle devient la mer, la source de toute vie, l'océan primordial, la racine. C'est elle qui émane le monde. Qui le fait sortir d'elle-même? Voilà. Et ce monde qui en émane, il est structuré comment? Il a une forme particulière? Oui, il est décrit comme un immense organisme. Surtout pas une machine, un organisme vivant. D'accord. Ça peut être vu comme un arbre cosmique, un cèdre gigantesque, ou un grand animal, une vache nourricière, ou même un homme primordial. Comme l'Adam Kadmon de la Kadal? Par exemple, oui. C'est une figure qui représente l'humanité parfaite, originelle à l'échelle du cosmos. Mais l'idée clé, c'est que tout est vivant, tout est interconnecté. Mais ce monde est-il uniforme? Ou bien il y a des tensions dedans? Il est entièrement polarisé, traversé de part en part par des couples d'opposés. Nature-humanité, matière-esprit, femelle-mâle, lune-soleil, gauche-droite. Et avec une hiérarchie claire, j'imagine? Très clair, c'est la nature qui domine l'humanité. L'humanité est vue comme un moyen au service de la nature. Notre rôle, c'est de nous auto-domestiquer pour nous conformer à l'instinct naturel. C'est l'inversion totale de notre vision civilisée. Où la nature est un moyen pour l'homme, une ressource à exploiter. Waouh! Et du coup, ça m'amène à la question de l'individu. S'il n'y a que des polarités, où est la place du moi-je? Elle n'existe pas. Les notions de personne et de chose, de sujet et d'objet, ça n'a pas de sens dans ce système. Un individu, c'est juste un représentant temporaire. D'un lignage, d'une race? C'est ça? Sa naissance n'est pas une création, c'est une réapparition. L'âme du grand-père qui revient dans le petit-fils. C'est le sens profond de la métempsychose. Et la momification du pharaon, c'est lié à ça? Absolument. Ça visait à annuler son absence,
à assurer la permanence de la fonction au-delà de la mort de son représentant du moment. C'est une idée très difficile à saisir pour nous. Comment une seule chose, le lignage, peut être dans plusieurs personnes à la fois? Pour nous aider, l'auteur fait un parallèle très malin avec la controverse sur la Trinité chrétienne. Ah oui, ouais. La formule latine, c'était « une substance en 3 personnes ». Le piège, c'est le mot persona. En latin, ça ne voulait pas dire personne, comme aujourd'hui. D'accord. Ça voulait dire masque de théâtre, un rôle. Exactement. La formule serait plus claire en disant « une personne divine en 3 personnages ». Une seule essence divine qui joue 3 rôles distincts, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord, je vois mieux. Ça aide à comprendre comment, dans la pensée primitive, une essence unique, le lignage, peut se manifester à travers de multiples individus. Qui ne sont que les masques ou les rôles de cette essence. On a la cosmologie, la vision du monde, mais comment la société s'organise là-dedans? C'est là qu'intervient la notion de hiérarchie. Elle complète celle d'hégémonie, donc la matière sur l'esprit, la nature sur l'humanité, etc. Ok. L'humanité primitive se perçoit comme un grand organisme parental unifié par le sang, et à l'intérieur, une hiérarchie s'établit. Et l'auteur donne un exemple précis? Oui, le plus abouti pour lui, c'est celui des civilisations qu'il nomme les Asiates. Asiate, c'est un terme géographique? Pas du tout. Pour lui, c'est une catégorie de pensée. Ça inclut l'Égypte, la Chaldée, mais aussi bien les Incas ou les Aztèques. Et qu'est-ce qui les caractérise alors? Une ethnie qu'il qualifie de pure, par exemple les Égyptiens de souche, se considèrent responsables du destin de toute la race humaine. Une responsabilité politique? Non, pas au sens moderne de la conquête. C'est une responsabilité cosmique. Leur rôle, c'est d'assurer par leur rite la régularité des cycles de la nature. Le retour du soleil, la crue du Nil, Les saisons, ils sont les jardiniers du cosmos en quelque sorte. c'est fascinant. On a donc une conception de la race humaine qui est matérialiste, fondée sur le sang, la parenté, Et ils l'opposent. radicalement au concept de genre humain des Lumières, qui lui est spiritualiste, abstrait, cosmopolite. Et ça débouche sur 2 idéaux humains complètement opposés. Tout à fait. L'homme idéal primitif, c'est un vivant pensant. La vie, la biologie, le sang précèdent et déterminent la pensée. Et l'homme idéal civilisé? C'est un pensant vivant. La pensée, l'esprit, la conscience précèdent et définissent la vie. C'est un peu la différence entre dire « je suis un corps qui a une conscience » Ça, c'est le vivant pensant primitif. Et dire « je suis une conscience qui habite un corps ». le pensant vivant civilisé. Le point de départ est pas du tout le même. Et dans ce système primitif, l'individu, il est quoi? Une cellule au sens quasi biologique, il est défini par sa fonction, souvent héréditaire, au sein d'une caste. Et son but dans la vie, ce n'est pas l'épanouissement personnel, j'imagine. Surtout pas. L'idéal, c'est l'inverse. C'est son extinction, sa dissolution dans ce que l'auteur appelle le soi impersonnel du lignage. C'est donc à la fois l'apogée et l'impasse totale que cette pensée. Pour Malo, oui. Une impasse qui aurait rendu nécessaire ce basculement complet vers le spiritualisme. Bon, alors, après ce tour d'horizon assez dense, qu'est-ce qu'on retient? Si je résume, on a le portrait d'une histoire de la conscience humaine coupée en deux. 2 blocs irréconciliables. D'un côté, un monde matérialiste primitif, associé au matriarcat, fondé sur la parenté, le sang, la primauté de la nature. Et de l'autre, le monde spiritualiste, civilisé, associé au patriarcat, fondé sur la propriété, l'individu, la primauté de l'esprit. Et il utilise cette grille de lecture pour analyser notre époque avec un regard très critique. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ce qu'il nomme l'occultisme moderne, du New Age au néopaganisme, il y voit une résurgence confuse, désordonnée de thèmes primitifs. Dans un monde spiritualiste en crise. Exactement. Pour lui, c'est un symptôme de ce qu'il appelle l'obscurantisme intégral dominant. Un grand mélange où plus rien n'a de sens. Il va même très loin, jusqu'à qualifier les débats modernes sur le racisme de tromperie généralisée. Son argument, c'est que les concepts fondamentaux de race, qui est une notion matérialiste primitive, et de genre humain, une notion spiritualiste civilisée, ont été vidés de leur sens. Et ils sont manipulés dans tous les sens sans que plus personne ne sache de quoi on parle. C'est son analyse, oui. Après tout ce qu'on a dit, ça me laisse avec une dernière pensée, une question pour la réflexion. L'auteur décrit ces deux humanités, la matérialiste et la spiritualiste, comme des visions unilatérales, des formes de préhistoire de la pensée. Il considère qu'on n'est pas encore entré dans l'histoire de la pensée. C'est ça. Et si l'une a succédé à l'autre dans une inversion totale, un basculement complet, la question qui se pose, c'est à quoi pourrait ressembler une mentalité future ?
une véritable histoire de la pensée, qui parviendrait à dépasser cette opposition fondamentale entre la matière et l'esprit, entre le vivant et le pensant.